2012, un F-16 de l'armée de l'air ukrainienne déchirait le ciel avec une force impressionnante, poursuivant une ombre métallique vers l'ouest au-dessus de la région de Kherson, et ce, en volant à 150 mètres au-dessus du terrain marécageux du Dniepr. Bien que le pilote ait réussi à se cacher jusqu'à présent, la physique de sa mission était sur le point de tout changer en quelques secondes. À l'insu du missile de croisière russe KH-101 qui volait en avant, un redoutable prédateur supersonique était en train de lui réduire la distance. Mais à l'insu du pilote de l'F-16, une batterie S-400 en Crimée était déjà en train de renifler l'air, cherchant la moindre anomalie à l'horizon radar. Les yeux du capitaine Viper n'étaient pas sur ses instruments, mais plutôt fixés sur une petite tache sombre qui se déplaçait à travers la brume matinale. Le KH-101 n'était pas un avion, c'était un robot suicide de 6 mètres de long, volant avec une détermination froide vers un immeuble d'appartements à l'ouest. Le F-16 suivait le cours de la rivière, se servant de la dépression naturelle de son lit pour masquer sa signature thermique, volant à 900 km/h, juste en dessous de la vitesse du son. Viper n'avait qu'un seul avantage, la vitesse visuelle. Tant qu'il demeurait derrière le missile et sous l'horizon radar, les collines environnantes le protégèrent des systèmes anti-aériens russes situés de l'autre côté de la rivière. Toutefois, cette protection allait prendre fin d'ici quelques instants. Les lignes électriques à haute tension et le sommet des peupliers défilaient et s'effaçaient à une vitesse que la pensée consciente ne pouvait saisir. Le pilote volait à l'instinct et par mémoire musculaire, sa main gauche faisant des micro-corrections sur la manette des gaz et sa droite sur le manche, avant même que son cerveau n'en enregistre le besoin. Mais éviter de devenir une partie du paysage ukrainien était le cadet de ses soucis à ce moment-là. S'il n'abattait pas cette chose dans les 60 prochaines secondes, des dizaines de civils ne verraient pas l'aube. Le son dans l'écouteur de Viper est passé d'un grognement sourd à un sifflement aigu et constant. Ce n'était pas une alerte de menace, c'était le son de la victoire. La tête chercheuse du missile AIM-9X, Sidewinder, avait trouvé le moteur du missile de croisière russe. Le missile RR a quitté son rail gauche, laissant une traînée de fumée blanche qui a instantanément rejoint l'ombre métallique devant lui. Le missile KH-101 s'est désintégré en une boule de feu orange, s'écrasant sans danger sur les étendues désertes de la région de Kherson. Menace neutralisée. Cependant, la célébration n'a duré qu'une unique seconde. En manœuvrant pour éviter les débris, Viper a regardé son récepteur radar. L'écran numérique n'était plus tranquille. Il affichait les menaces telles une sentence de mort codée. C'était le radar Big Bear d'une batterie S-400 en Crimée, qui balayait l'horizon avec des impulsions électromagnétiques lentes et rythmées. Le pilote calculait la fréquence de répétition des impulsions, tel quelqu'un écoutant la respiration d'un prédateur endormi. Impulsion longue, le radar tournait sans intérêt, balayant de larges secteurs. Il cherchait encore. Impulsion moyenne, le balayage se resserrait. Le système avait détecté une anomalie et affiné son regard. Impulsion courte, le radar avait fixé un retour discordant et il appelait à présent les missiles à se réveiller et à se préparer au lancement. En ce moment, Viper recevait une cadence d'impulsion de portée moyenne haute, suffisamment près pour provoquer des sueurs froides, mais encore assez éloigné pour disposer d'options. Pendant que le pilote analysait cette géométrie de la mort dans sa tête, les deux bombes A-S-M Hammer sous ses ailes effectuaient leur propre diagnostic toutes les 5 secondes. Signal GPS fort connecté à 2 satellites, alignement du système de navigation inertielle stable. Moteur de fusée armé. L'ironie de cette situation, c'est que sa mission première n'a jamais été le KH-101. Nul n'emporte 2 bombes AASM Hammer de 250 kg sous les ailes pour une patrouille. Ces bombes avaient une destination programmée depuis son départ du bunker, le centre de commandement de drones de Ola-Pristan. Le missile de croisière russe ne représentait qu'une opportunité inattendue, une urgence létale qui a traversé son chemin d'infiltration. Viper avait pris la décision morale de dévier sa route et de brûler un carburant précieux pour l'intercepter, mais cette bonne action avait un prix tactique. La poursuite à basse altitude l'avait poussé beaucoup plus loin au sud de son point de départ initialement prévu. Au lieu de s'approcher de la cible par l'ouest, discrètement et méthodiquement, il se trouvait désormais quasiment dans l'arrière-cour de l'ennemi, les radars russes ayant déjà reniflé sa présence à cause de l'explosion du missile. Il avait perdu l'élément de surprise, il avait épuisé sa réserve de carburant, mais il avait toujours les bombes, et le nid de drone n'était qu'à 40 km. « Zut alors !» murmura le capitaine Viper en ajustant le sélecteur d'armement principal RR-Sol. « Nous y sommes, finissons le travail. » Cependant, les bombes exigèrent des conditions bien spécifiques pour atteindre leur cible à Ola-Pristan. Elles avaient besoin d'énergie cinétique et d'altitude pour planer, des conditions que le pilote n'avait pas à 150 mètres du sol. Mais y penser maintenant, c'était comme s'inquiéter du poteau pendant que votre maison est en feu.
Il fallait d'abord survivre à l'approche, puis trouver un moyen de livrer 500 kg d'explosifs français dans une fenêtre de lancement qui était presque inexistante. Pour compliquer encore l'équation, il y avait la jauge de carburant. Elle affichait 1900 kg restants. Le moteur Pratt & Whitney F100 était une merveille d'ingénierie, mais à basse altitude, avec l'air dense et humide de la rivière, il consommait du carburant plus rapidement qu'un étudiant de première année à un bar ouvert. Au rythme de consommation actuel, il lui restait environ 12 minutes au-dessus de la zone cible, avant de devoir choisir entre regagner sa base ou se transformer en une épave de 12 tonnes. Mais Viper savait que le vrai calcul ne concernait pas le carburant, mais l'altitude. Il allait échanger la sécurité terrestre contre le suicide céleste. 8 km, c'était la distance qui séparait la sécurité du suicide. Viper poussa la manette des gaz. Le F-16 accéléra à 900 km/h, dévorant l'air humide de la rivière. Jusqu'alors, les collines de Kherson l'avaient protégé, mais pour larguer les bombes, AASM Hammer et les faire planer jusqu'à Ola Pristan, le capitaine Viper devait prendre de l'altitude. Il devait pointer la tête au-dessus de la tranchée. À 7h15, le F-16 franchit le seuil invisible. Viper amorça son ascension et dès l'instant où son altimètre franchit les 300 mètres, un enfer électronique des plus complets se déchaîna dans son cockpit. Soudain, 6 émetteurs distincts fixèrent leurs regards sur lui simultanément, mais un seul d'entre eux glaça le sang du capitaine Viper. Le radar Gravestone du S-400 en Crimée s'est tu. Il s'arrêta, se concentra. La tonalité dans ses écouteurs est passée d'un bip rythmique à un hurlement solide et continu qui lui perçait le crâne. Ce n'était plus une recherche, c'était une solution de tir. Viper n'eut pas besoin de faire de calcul, son instinct hurla les chiffres. Le S-400 a une portée théorique de 400 km, mais en basse altitude, la courbure de la Terre le rend aveugle jusqu'à 40. Viper était à 38, il avait mis l'avion directement dans la gueule du loup. La seule raison pour laquelle il était encore en vie était la bureaucratie de la physique et la lenteur de la réaction humaine. Les opérateurs russes avaient besoin d'environ 8 secondes pour confirmer la cible et appuyer sur la gâchette. 8 secondes, c'était tout ce qu'il lui restait à vivre. Viper a pris une décision qui lui aurait valu d'être expulsé de l'école de pilotage, mais la délicatesse n'était désormais plus une option. La théorie était simple, si tu ne peux pas te cacher, sature-les. C'était l'équivalent tactique de lancer une grenade assourdissante dans un ascenseur rempli de monde. Du bruit, de la panique, et personne ne sait où tourner la tête. À 7h18, Viper a allumé la post-combustion au maximum et a tiré le manche jusqu'à se le planter dans l'estomac. Le moteur a rugi, crachant une lance de feu bleu. Le F-16 a cessé de lécher le sol et a grimpé verticalement vers la stratosphère. Les écrans ennemis se sont allumés avec une violence si éclatante qu'il semblait que l'arbre de Noël du Kremlin venait de s'illuminer en plein cœur de Kherson. Pour les opérateurs radars russes, c'était mieux que n'importe quel cadeau de Noël en avance. Viper venait de se livrer à eux, emballé dans du papier d'aluminium et avec un nœud de feu, les suppliant de l'ouvrir. Dans le camion de commande du S-400 en Crimée, l'opérateur russe cligna. La cible venait d'apparaître de nulle part, montant comme une fusée de feu d'artifice. C'était le rêve mouillé de tout artilleur. Ses doigts volèrent sur la console. Altitude fulgurante, vitesse supersonique, la prédiction était claire. C'était une piñata volante. L'ordinateur de tir luttait pour calculer une solution, mais Viper ne montait pas droit, il montait en se tordant en spirale. Cependant, l'opérateur ne laisserait pas la mathématique ruiner son tir. Il n'attendit pas le verrouillage. Il tourna la clé de lancement avec un clic sec. Feu de batterie. La mort sous la forme de 2 missiles de 8 mètres a commencé son compte à rebours. 3, 2, 1. Mais si voler à basse altitude est périlleux, s'élever verticalement avec des missiles à vos trousses représente une flagrante violation de la biologie. Au moment où Viper a tiré sur le manche, la gravité est devenue une arme. Passer de raser le sol à viser la stratosphère en 15 secondes, ce n'est pas comme voler. On a l'impression qu'un géant invisible vous a mis sa botte sur la poitrine et a serré jusqu'à ce que vos côtes craquent, c'est ce que l'on ressent. La combinaison anti-G s'est refermée brutalement autour de ses jambes et de son abdomen, non pas tel un câlin, mais plutôt comme un garrot pneumatique oppressant, cherchant désespérément à extraire le sang de ses extrémités pour le rediriger vers son cerveau. Viper ne voyait pas de tunnel. Ça, c'est dans les films. En réalité, le monde perd sa texture. Les couleurs s'estompent et se changent en un sépia granulé, tout comme une vieille photographie brûlée par le soleil. Sa vision périphérique a simplement cessé d'exister, s'effondrant vers le centre jusqu'à ce que la seule chose qu'il voit clairement soit l'horizon artificiel tournant comme un ventilateur. Il était au bord de la perte de conscience, évoluant sur cette mince frontière où la lucidité vacille comme une ampoule mal vissée. Rester immobile, c'était mourir. Les missiles russes S-400 sont prédictifs.
Leur cerveau de silicium ne vise pas où vous êtes, mais où vous serez dans 5 secondes, en se basant sur votre trajectoire actuelle. Si tu montes en ligne droite, tu es un problème de maths de primaire, facile à résoudre et facile à tuer. C'est la raison pour laquelle Viper n'est pas monté en ligne droite. Il a engagé le F-16 dans un tonneau ascendant, vrillant l'avion en une spirale irrégulière et sale tout en gagnant de l'altitude. Pour les ordinateurs de tir russes au sol, c'était comme essayer de résoudre une équation où les variables changent chaque milliseconde. Le point d'intersection anticipé bondissait sur l'écran du radar, tel une mouche ivre. Les systèmes de guidage des missiles hurlaient, corrigeant violemment leur trajectoire, brûlant leur propre énergie, cherchant à anticiper la position de ce maudit chasseur dans 2 secondes. Le cockpit du F-16 était un véritable asile auditif. L'ordinateur, pour simplifier, lui signalait « Tellement de personnes tentent de t'abattre en ce moment que je ne prends même plus la peine de mentionner les noms des systèmes anti-aériens. Cours, c'est tout. » À 4500 mètres, la tête en bas au sommet de son ascension suicide, Viper a eu un moment de clarté cristalline au milieu de l'enfer. Le système d'armement était au vert sur tous les tableaux de bord, mais son radar voyait du rouge dans toutes les directions. Les missiles du S-400 étaient déjà en l'air, montant vers lui à Mach 6, conçus pour transformer son avion en une pluie de confettis de titane. Il était grand temps de lâcher la charge ou bien de se préparer à une retraite anticipée. Viper a nivelé les ailes pour 2 secondes. Les bombes AASM Hammer ont vérifié leur système à la vitesse de la lumière. 1. GPS connecté à 2 satellites. 2. Gyroscope INS aligné. 3. Moteur, allumeur testé. 4. Chercheur IR, refroidi à moins 40 degrés Celsius avec de l'azote comprimé, prêt à chercher la chaleur. 5. Objectif. Coordonnées de la maison de la culture de Hola-Pristan chargé. 6. Fusées armées. Parfait, a grogné le capitaine Viper en appuyant sur le bouton de largage. Il sentit le choc physique quand 500 kg de courtoisie française se séparèrent de ses ailes. Le F-16 a bondi vers le haut, instantanément plus léger, comme si un sac à dos plein de briques lui avait été enlevé. Au moment précis où les bombes se sont détachées du fuselage, Viper a cessé d'être un bombardier pour redevenir une proie désespérée. Il a de nouveau retourné l'avion et a tiré le manche vers la terre avec toute la force que la structure pouvait supporter. 9,5 G. La manœuvre en piqué l'a fait chuter de 4500 à 300 mètres en un clignement d'œil. Il a franchi le mur du son à la verticale. Les missiles du S-400, qui avaient anticipé une trajectoire balistique haute, n'ont pas pu suivre le virage. Leurs cerveaux de silicium ont tenté de recalculer, mais la physique leur a dit non. Viper leur avait brisé les chevilles en plein vol. Ils ont dépassé leur cible, cherchant un fantôme dans la stratosphère avant de s'autodétruire de frustration. Pendant que Viper fuyait vers le nord en comptant chaque goutte de carburant, les 2 bombes Hammer atteignaient leur apogée et commencèrent leur travail. Leurs moteurs fusées s'allumèrent, leur donnant une poussée de vitesse, et leurs ailerons se déployèrent. Le chercheur infrarouge de la bombe de tête s'activa. Le monde en contrebas était une mosaïque de gris thermique, mais la cible brillait comme un grille-pain allumé dans une pièce sombre. C'était comme si quelqu'un avait peint une cible géante qui disait « Insérez l'explosif ici ». L'ordinateur de la bombe compara la forme du bâtiment avec sa base de données. La structure rectangulaire est confirmée, la signature thermique est confirmée. Coordonnées GPS précises. Les ailerons de contrôle réalisèrent de micro-ajustements mesurés en millimètres. La bombe accéléra à Mach 1,2 à 8 km de distance. 3, 2, 1. La première bombe Hammer a percuté le toit à une vitesse de 340 mètres par seconde. Elle portait l'énergie cinétique équivalente à la chute d'un coffre-fort depuis l'orbite basse. La fusée intelligente a temporisé l'explosion, attendant très précisément 0,02 secondes après l'impact. Ce laps de temps a été suffisant pour traverser la dalle de béton du toit, avant de déchaîner 250 kg d'explosifs au 2e niveau. La seconde bombe s'engouffra dans le trou fait par la première et explosa dans les fondations. L'explosion n'a pas été dirigée vers l'extérieur, mais bien vers l'intérieur. La surpression de 300 000 PSI a entièrement liquéfié les murs, les serveurs, les antennes et même les opérateurs présents. Le bâtiment a simplement été effacé. Un nuage de poussière et de feu prit la place où, une seconde plus tôt, se trouvait le centre névralgique de la guerre des drones russes dans le sud. À Moscou, plusieurs écrans de contrôle de drones sont devenus noirs simultanément. La connexion avec le serveur avait été perdue. Erreur 404. Quartier général introuvable. Viper, en sécurité derrière les lignes ennemies, vérifia son carburant. 400 kg, assez pour atterrir. Roulez jusqu'au hangar et coupez le moteur. Ici Viper. Colis livré. Retour à la base. Reçu. Viper. La logistique russe venait tout juste de subir une réforme structurelle qui n'avait absolument pas été prévue dans le budget. Changement et fin de transmission.